Diapo 17, la parole du patient. Alors ça, c'est vraiment quelque chose de très intéressant. S'il y a vraiment quelque chose qui avait disparu depuis quelques siècles, c'était bien la parole du patient. Sauf dans la littérature, et certains, comme Michel Serres, disent que pour apprendre la médecine, il faut lire les grands auteurs et que l'essentiel des pathologies sont décrites par les grands auteurs avec une richesse de détails qui vaut bien un cours de médecine. Mais quand même, dans l'information, dans les traités de médecine, dans les fiches de médicaments, la parole du patient a disparu. Elle a été synthétisée, réduite à des termes, à des cases. De plus en plus, la science remplit des cases. Donc, le patient qui décrit avec une très grande richesse le trouble digestif qu'il a ressenti avec tel médicament va être classé obligatoirement dans diarrhée, constipation, trouble digestif. De même, la douleur de l'appendicite pourrait, par exemple, être décrite par une cinquantaine de phrases de patients qui décrivent le mal qu'ils ont ressenti en ayant une appendicite. Ça pourrait être tout à fait intéressant à lire pour un jeune médecin. Eh bien non, c'est synthétisé en quelques mots. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce que pendant longtemps, la transmission de l'information s'est faite sur du papier, que le papier coûtait cher, qu'on ne pouvait pas faire des traités de 10 000 pages, et que donc on avait besoin de synthétiser cette information. Mais sur Internet, il n'y a plus de problème de place. On peut publier absolument ce qu'on veut. Et donc, si on a besoin de 2000 lignes pour décrire tel symptôme ou telle maladie, on peut prendre 2000 lignes. Et bien sûr, ça n'intéressera pas tout le monde. Mais la personne qui veut absolument savoir à quoi ressemble la douleur particulière de l'appendicite va être très intéressée par lire une centaine de témoignages de personnes qui sont passées par cette maladie. Et il en tirera certainement une science, une capacité à diagnostiquer l'appendicite très supérieure qu'en la lecture d'un paragraphe pourtant très bien écrit, très bien structuré, d'un médecin qui a fédéré toutes ces descriptions et qui en a fait une synthèse. La synthèse est toujours une perte d'information. Elle s'impose parfois, elle peut être complémentaire du reste, mais elle ne doit jamais remplacer finalement la source de l'information qui est la parole du patient. Or, la médecine, c'était fondamentalement depuis toujours une reformulation, une réduction de la parole du patient. Et c'est très intéressant de voir qu'avec Internet, cette parole du patient revient au premier plan, intéresse autant les patients que les médecins et devient une source d'information considérable. Les patients d'ailleurs ne s'y trompent pas. Ils cherchent fondamentalement des témoignages de personnes qui sont passées par les mêmes troubles ou qui vont passer, qui ont subi des étapes avant eux. Alors, soit ils vont subir un examen traumatisant et à ce moment-là, ils veulent savoir comment ça s'est passé pour les autres. Soit ils sont engagés dans une maladie dont ils ne connaissent pas l'évolution et ils aimeraient bien savoir où en sont les gens qui ont un stade plus évolué de la même maladie. Et il y a un site américain qui est un des rares sites étrangers que je cite dans cette réflexion qui est très française, mais ça serait trop compliqué de déborder sur des usages internationaux parce que malheureusement ou heureusement, les pays ne réagissent pas tous de la même façon face à la médecine 2.0. En tout cas, ce site au nom extraordinaire, Patient Like Me, les gens comme moi, les malades comme moi, fait un travail fantastique de regroupement de patients qui ont des problématiques similaires et qui recherchent justement à pouvoir échanger. Et c'est même un site qui fait de la recherche médicale, c'est-à-dire que les patients sur ce site, qui est ancien et qui est vraiment une institution, ont dépassé le stade de « je veux juste échanger pour savoir » pour arriver à « changeons notre destin, faisons de la recherche ». Et Patient Like Me est un site qui fait de la recherche médicale, qui fait avancer la science et qui est vraiment en pointe de la médecine 2.0. Si vous avez un petit peu de temps, allez vous promener sur ce site, vous verrez ce que vous y verrez vraiment est tout à fait passionnant. Donc aussi bien pour les patients que pour les médecins, parce que les médecins aussi ont une information vidée de substance. Quand vous avez une information sur un nouveau médicament dans lequel vous n'avez encore une fois aucun témoignage de patient, ni sur l'efficacité, ni sur les effets indésirables, vous avez beaucoup de mal à vous faire une idée. Et d'ailleurs, beaucoup de médecins confrontés à un nouveau médicament disent « je vais me faire mon idée moi-même ». Alors, bien évidemment, il ne s'agit pas de déterminer avec certitude si le médicament est efficace, puisque la subjectivité et l'effet placebo nous empêchent de faire notre opinion à partir de quelques patients. En revanche, pour préciser un petit peu la façon dont ça se passe, quel type d'effet positif, quel type d'effet négatif, nous faisons confiance à nos patients pour nous informer. Eh bien, si nous pouvions disposer, lorsqu'un nouveau médicament sort, et que ces données ont été intégrées, parce que dans les essais cliniques, on demande aux gens ce qu'ils ressentent. Mais si plutôt que de faire rentrer ces données dans des cases, de les réduire, de les disjoindre du reste, on pouvait mettre le verbatim, les 5 ou 6 lignes que les patients ont dites pour décrire soit les faits, soit les faits indésirables, nous en serions beaucoup plus riches sur le plan de notre connaissance des produits. On dit souvent que les patients ne sont pas écoutés par les médecins, que le médecin coupe la parole aux patients généralement 20 secondes après qu'il ait commencé à ouvrir la bouche. Les patients, eux, ils s'écoutent entre eux. Ils s'écoutent surtout quand ils écrivent, parce qu'ils peuvent écrire 1 page et demie de symptômes ou de problématiques. Et il y a d'autres patients qui ont le temps et qui vont lire aussi cette page et demie.
Et donc le médecin a beaucoup de mal à lutter contre le temps que les patients peuvent consacrer aux autres patients. Donc c'est vraiment un avantage important des échanges sur Internet de pouvoir développer la parole, de ne pas être forcé de réduire le discours, d'avoir le temps de parler. Et cette parole du patient, comme je vous l'ai dit précédemment, devient vraiment une matière au service de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance va agréger tous ces mots de patient, toutes ces descriptions, tous ces ressentis. Et ce système de connaissance est tellement passionnant que lorsqu'un médecin, par malheur pour lui, tombe de l'autre côté, devient malade, et sort de son image de soignant pour tomber dans celui des soignés, tomber n'est pas le bon mot d'ailleurs, mais sauf par la maladie, et pénètre dans un forum, sa réaction est toujours la même, et ça c'est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que sa première réaction c'est de dire « Oh là là, mais c'est extraordinaire, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses dans ces forums, mais j'apprends, je pensais connaître cette maladie et je m'aperçois que je n'y connaissais rien. » Et il apprend aussi l'humilité, parce qu'au départ, il débarque dans le forum comme soignant, mais très rapidement, les patients lui font comprendre que là, il a un pseudo, parce que tout ça se fait souvent de façon anonyme, bien sûr. Il s'appelle Gérard 22, et Gérard 22, on se fiche de savoir s'il est médecin ou pas. Ça va être utile s'il fait part d'une trouvaille, d'un article qu'il a lu, on va accorder un peu plus de crédit, parce qu'on sait qu'il est médecin, mais dans le forum, c'est un patient parmi les autres, un malade parmi les autres, il doit ranger sa blouse blanche au vestiaire et participer, et c'est une expérience qui enrichit les malades médecins de façon tout à fait étonnante. Toujours sur la parole du patient, je voudrais vous donner un exemple précis qui est assez extraordinaire. Dans les essais cliniques, dans l'évaluation des médicaments, on accorde un crédit quasi nul à la parole du patient. Je m'explique. Pour avoir des critères objectifs, pour pouvoir faire des statistiques, pour pouvoir ne pas être taxé de subjectivité, on s'intéresse à ce qui est mesurable. On est sur la phrase d'Einstein de tout à l'heure. Malheureusement, ce qui peut être mesuré ne compte pas toujours, et ce qui compte ne peut pas toujours être compté. C'est-à-dire que on va, par exemple, dans le traitement de la douleur, s'intéresser à une échelle de douleur. On va demander aux gens de mesurer la douleur ressentie de 1 à 10. Mais il n'y a pas les phrases qui vont avec, et le patient ne peut pas exactement décrire ce qu'il ressent. Donc on est toujours dans des critères chiffrés, dans des expressions d'échelle, et c'est quand même bien triste. J'avais à un moment proposé de faire un essai clinique très simple, c'est-à-dire que vous prenez quelqu'un par exemple qui a mal, vous lui donnez un sac de gélules A, un sac de gélules B, et vous lui dites voilà, vous prenez ces gélules, vous traitez votre douleur avec le médicament que vous préférez, on se revoit dans un mois et vous me dites ce que vous en avez pensé. Et au bout d'un mois, on revoit le patient et on compte deux choses. D'abord, combien il reste de gélules dans chaque sac, savoir lesquelles a-t-il consommé. Et d'autre part, on lui demande quelle gélule, quel produit il a préféré. Donc quelque chose qui paraît totalement subjectif. Et vous prenez comme ça une centaine de patients, et puis à la fin de votre étude, vous dites, voilà, le résultat de l'étude, c'est qu'il y a 72% des patients qui ont préféré le médicament A, et il y en a 28% qui ont préféré le médicament B, à supposer qu'il n'y ait pas de personnes qui ne savent pas décider. Et ce chiffre est une simplicité mais biblique, c'est-à-dire que vous pouvez dire que lorsque l'on traite la douleur avec le traitement A, eh bien, si supposons que le traitement B soit un placebo par exemple, eh bien le traitement A est préféré par 72% des patients, ce qui signifie que, a priori, il a une efficacité qui est tout à fait intéressante. Vous n'avez pas besoin de faire d'études de statistiques ni de médecine pour comprendre ce résultat, c'est d'une simplicité biblique. C'est très facile à faire, ça ne coûte pas très cher, il n'y a pas de protocole compliqué, et vous pouvez même en plus demander à chaque patient de décrire pourquoi il préfère ce traitement A par rapport au traitement B. Donc, un traitement qui est fondé sur la préférence du patient, c'est le critère, c'est lequel de ces deux médicaments le patient a-t-il préféré. Et d'autre part, vous mettez juste en commentaire pour chaque patient la raison de son choix. Eh bien, ce type d'essai clinique n'a jamais été fait depuis que la science médicale existe. J'ai fait des recherches et je peux vous assurer que ça n'a jamais été fait. C'est incroyable quand même de voir à quel point on dénie au patient la capacité de donner son opinion sur un produit plutôt qu'un autre. Le fait de la mettre en œuvre n'est pas le problème. Le problème, encore une fois, c'est peut-être qu'un jour on va recommencer à considérer que le patient a quelque chose d'intéressant à dire, et ça fait partie vraiment fondamentalement de la médecine 2.0.